Chers collègues, nous poursuivons les travaux de notre mission d'information sur le développement d'une filière de biocarburants, carburants synthétiques durables et hydrogène vert, en recevant cet après-midi M. Christophe Fanichet, président-directeur général de SNCF Voyageurs. Bon, je n'ai pas entendu l'explication entre Voyageurs et... Bon. Je salue également les personnes qui accompagnent M. Fanichet, Madame Carole Desnos, directrice technologie, innovation et projet du groupe SNCF, présidente du Conseil d'orientation pour la recherche et l'innovation des industries du ferroviaire, M. Vincent Delcourt, directeur performance stratégique et intelligence tech du groupe SNCF, pilote du cluster innovation et énergie, M. Stéphane Schwacklick, merci pour un dyslexique, c'est dur, hein, responsable de la décarbonation de la flotte TER, Bruno Souchon, directeur de cabinet adjoint du président-directeur général de la SNCF Voyageurs, et Mme Laurence Nion, conseillère parlementaire du groupe SNCF. Je rappelle que cette réunion est captée, elle est diffusée en direct sur le site internet du Sénat, sur laquelle elle pourra ensuite être consultée en visio à la demande. Monsieur le Président directeur général, Mesdames et Messieurs, notre mission d'information comprend des membres issus des différentes commissions du Sénat et qui représentent l'ensemble des groupes politiques de notre Assemblée. Le développement des filières de biocarburants, carburants synthétiques durables et hydrogène vert sera l'un des éléments importants de la décarbonation des transports et donc l'une des voies pour atteindre les objectifs ambitieux que s'est assigné l'Union européenne au travers du pacte vert et du paquet ajustement à l'objectif 55. Le secteur du transport ferroviaire apparaît à de nombreux égards vertueux sur le plan des émissions de carbone. Et pourtant, en dépit du progrès important concernant l'électrification du réseau au cours des années, il reste encore près de 43% du réseau TER qui n'est pas électrifié et sur lequel roulent des locomotives fonctionnant pour l'essentiel avec un moteur diesel. Le sujet de la décarbonation du transport ferroviaire n'est donc pas anecdotique et vous pourrez nous délivrer votre vision des enjeux, mais aussi peut-être des marges de manœuvre que vous imaginez en termes de capacité de rapport modal au profit du transport ferroviaire. De nouvelles technologies apparaissent et la SNCF a expérimenté de nouvelles rames bimodes fonctionnant à la fois à l'électricité et à l'hydrogène. Cette voie vous apparaît-elle mature sur le plan technologique, mais aussi raisonnable sur le plan financier, tant pour la SNCF que pour les collectivités. Depuis 2021, la SNCF conduit également une expérimentation sur les trains opérant la ligne Paris-Granville qui roule au B100. Quel est votre retour d'expérience ? Envisagez-vous un déploiement plus large des biocarburants pour le transport ferroviaire ? Notre rapporteur, M. Vincent Capo-Canellas, qui est à l'origine de notre mission, vous a adressé un questionnaire que vous pouvez vous servir comme guide, mais vous intervenez comme vous l'entendez. Je passerai ensuite la parole à notre rapporteur, puis à l'ensemble de mes collègues, afin qu'ils puissent vous relancer et vous poser un certain nombre de questions. Vous pourrez nous transmettre ultérieurement les réponses écrites aux questions que vous a adressées notre rapporteur. Monsieur Fanichet, je vous cède la parole. Merci infiniment. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, permettez-moi d'abord de vous remercier de m'avoir invité en tant que PDG de SNCF Voyageurs. Je vais dire exactement ce qu'est SNCF Voyageurs, puisque effectivement depuis 3 ans, par la loi, nous sommes maintenant en société. Et c'est pour moi un honneur, ainsi que l'ensemble des collègues du groupe SNCF, d'être devant vous pour exprimer ce que nous pensons pour le groupe SNCF du sujet que vous avez évoqué. Pour nous, c'est un sujet absolument majeur. Et je pèse mes mots parce que c'est la nécessité pour nous de dessiner une stratégie de développement d'une filière
de carburants non fossiles pour contribuer à la décarbonation du secteur des transports. On sait que dans notre cas, le transport représente une part très importante du carbone émis, et donc c'est pour cette raison que pour le groupe SNCF, on vous remercie infiniment de nous laisser l'occasion d'exprimer notre vision sur ce sujet. Alors, SNCF Voyageurs, aujourd'hui, c'est le leader du transport décarboné et c'est véritablement un acteur de transport de masse. Alors, en quelques mots, SNCF Voyageurs, c'est une entreprise du transport ferroviaire de voyageurs qui est née le 1er janvier 2020 avec l'entrée en vigueur de la loi pour le nouveau pacte ferroviaire. Chaque jour, bon nombre d'entre vous le savez déjà, ce sont près de 15 000 trains de SNCF Voyageurs qui circulent sur le réseau ferroviaire, mais dont j'aime à rappeler qu'il s'agit de 14 000 trains du quotidien assurés par les activités TER et Transilien. 8 000 TER et un peu plus de 6 000 Transiliens pour à peu près 4,5 millions de voyages quotidiens. Les voyages en TGV représentant entre 1,5 million et 700 000 voyages quotidiens. Alors chez SNCF Voyageurs, nous souhaitons vraiment réaffirmer que la meilleure solution pour se déplacer tout en protégeant la planète et en baissant les gaz à effet de serre, c'est tout simplement de monter à bord d'un train. Alors chaque année, le transport ferroviaire de voyageurs permet d'éviter les émissions de gaz à effet de serre d'environ 12 millions de tonnes de CO2 qui auraient été émises par des voitures individuelles. Moi, j'aime à comparer les choses et je trouve que la voiture individuelle en est une démonstration. Ce qui place SNCF Voyageurs comme le leader du transport décarboné de masse en France. En effet, le ferroviaire est le moyen de transport dont l'empreinte environnementale est la plus faible comparativement à la voiture et à l'avion. Quelques chiffres pour bien comprendre l'écart entre le train, mode de transport collectif et décarboné, et les autres modes de transport. Voyager en train, c'est réduire de 98% ses émissions de CO2 par rapport à un voyage en avion et 93% par rapport à un voyage en voiture thermique et enfin 81% par rapport à un voyage en voiture électrique. Voyager en train, c'est donc 11 fois moins d'énergie consommée qu'un voyage équivalent en avion, 6 fois moins qu'en voiture thermique et jusqu'à 2 fois moins qu'en voiture électrique. Les émissions de CO2 du passager d'un TER sont, en moyenne, inférieures à 24 grammes de CO2 par kilomètre. Si on le compare à la voiture, l'automobiliste s'élève à 150 grammes de CO2 par kilomètre. Ce mode de transport vertueux permet aujourd'hui à SNCF Voyageurs d'émettre moins d'1% des émissions de CO2 du secteur des transports en réalisant plus de 10% des trajets. L'objectif de SNCF Voyageurs en tant que représentant d'un groupe public est d'aller plus loin et de convaincre les automobilistes de laisser leur voiture au garage pour prendre le train. Je dirais, laisser la voiture au garage, je dirais peut-être qu'on ne peut pas abandonner la voiture, ce n'est pas du tout notre objectif, mais je pense qu'on peut envisager d'abandonner la deuxième voiture. C'est pour être conforme à notre nature et à notre raison d'être que nous nous sommes fixés un double objectif, rappelé par le président du groupe, Jean-Pierre Farandou, c'est de multiplier par 2 la part modale du ferroviaire, tout en réduisant dans le même temps de 30% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Car si le train est majoritairement électrique, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, il ne l'est pas exclusivement. Le réseau ferroviaire est électrifié à 60%, et sur ces 60%, on a 84% de notre trafic ferroviaire de passagers. Il reste donc 16%, ces 16% sont effectués effectivement au gazole pour assurer ces circulations où nous n'avons pas de caténaire électrique, et nous avons engagé pour notre groupe depuis plusieurs années une politique énergétique très ambitieuse qui passe notamment par la décarbonation en développant des solutions de substitution aux énergies fossiles. 43% des 800 000 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre de SNCF Voyageurs proviennent de l'utilisation des trains thermiques et bimodes. Il s'agit pour la plupart des trains qui circulent sur les lignes de desserte fine du territoire, là où les voyageurs sont moins nombreux et où, en conséquence, les travaux d'électrification des lignes ne sont pas économiquement pertinents. Sur ce point, ayons en tête que les circulations carbonées concernent des services régionaux, assurés par les 585 trains à moteur thermique et les 540 trains bimodes thermiques et électriques de l'activité TER de SNCF Voyageurs. Dans ce cas, TER est le délégataire d'un service de transport concédé et financé par les autorités organisatrices de transport. Mais fort de notre expertise, nous travaillons à leur côté pour leur conseiller et les accompagner vers une décarbonation
en lien avec les industriels de la filière ferroviaire, et j'imagine que vous aurez des questions sur ce sujet. Pour notre part, nous sommes convaincus qu'il n'existe pas une solution unique de décarbonation, mais que chaque territoire, selon ses besoins de mobilité, ses spécificités, requiert la mise en place d'une technologie de décarbonation adaptée. Pour cela, SNCF a développé une méthodologie innovante que nous avons appelée Diag and Match pour accompagner les territoires dans leur choix de technologie de décarbonation la plus adaptée. Mais en définitive, ce sont les régions qui choisissent la politique environnementale et les choix économiques et budgétaires afférents qu'elles veulent appliquer sur leur territoire. Il nous faut donc trouver des solutions à même de les convaincre pour les rassurer sur le plan technique aussi bien qu'économique. Alors fort heureusement, SNCF Voyageurs peut s'appuyer au sein du groupe SNCF sur la direction des technologies et de l'innovation, représentée à mes côtés par Carole Desnos, que vous avez rappelé, Monsieur le Président. L'innovation, et vous le savez, dans notre groupe, nous innovons en permanence, va jouer un rôle déterminant pour identifier les solutions qui vont permettre de renforcer la performance du système ferroviaire et favoriser la transition énergétique. L'expertise de la direction des technologies de l'innovation nous permet d'engager et de construire avec les territoires des solutions pérennes pour nous diriger collectivement vers la décarbonation de toute cette filière. Ces travaux nous permettent aujourd'hui d'identifier plusieurs solutions. Vous en avez évoqué quelques-unes. La première d'entre elles, qui concerne au premier chef de votre mission d'information, est déjà utilisée par SNCF Voyageurs. Ce sont les biocarburants. Depuis plus de 2 ans, il faut le rappeler, depuis plus de 2 ans, en partenariat avec la région Normandie, c'est déjà 5 millions de kilomètres qui ont été parcourus sur la ligne Paris-Granville avec des trains alimentés en biocarburant. Cela a permis d'éviter les émissions de près de 16 000 tonnes de CO2. Mais rappelons ici que nous sommes très vigilants sur le respect des critères de durabilité des biocarburants qui doivent être certifiés par des organismes indépendants. Les biocarburants représentent une solution de décarbonation qui peut être mise en place rapidement. Souvent, dans ce sujet de décarbonation, on a pu voir des solutions à plus long terme. Je le dis fortement, et vous allez le voir tout au long de mon propos, les biocarburants, c'est maintenant et ça fonctionne dès aujourd'hui. 5 millions de trains-kilomètres ont déjà été effectués. Le passage au biocarburant permet bien sûr de réduire nos émissions de CO2 de plus de 60% par rapport au gazole ferroviaire. C'est certes une solution transitoire, mais qui présente l'avantage d'être possible de mettre en œuvre dès maintenant et qui comporte malgré tout, encore, vous le verrez, quelques contraintes logistiques de ravitaillement. D'autres solutions sont développées conjointement avec la direction des technologies de l'innovation de la SNCF et les régions. Il s'agit d'abord du TER hybride, vous l'avez évoqué, le train bimode sur lequel 50% de la motorisation thermique, en un mot tout ce qui est au gasoil, a été remplacé par des batteries. L'hybritation couplée à l'utilisation de biocarburants baissants doit permettre d'atteindre une réduction des émissions de l'ordre de 70% et une réduction de la consommation d'énergie jusqu'à 20%. L'expérimentation de ces fameux TER hybrides débutera à la fin de cette année en partenariat avec les 4 régions qui ont souhaité s'investir dans ce projet. Je parle de la région Grand Est, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Centre-Val de Loire. Et ce train hybride va circuler sur ces 4 régions parce que les différentes géographies et profils de voies sont importants pour voir sa pertinence. En complément, nous allons expérimenter sur une autre série de trains régionaux le remplacement de l'intégralité de la motorisation thermique par des batteries. Ça sera du 100% batterie. Ces premiers trains à batterie seront en circulation à la fin de l'année 2024 en partenariat, là également, avec 5 régions, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Région Sud, Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes. Concernant l'hydrogène, sur lequel vous m'avez interrogé, le groupe SNCF est engagé depuis 2018 aux côtés d'Alstom et de 4 régions françaises, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie, dans un programme de conception et d'acquisition de 12 rames Régiolis hydrogène. Ces trains circuleront d'ici 2025, avec une expérimentation sous le contrôle de mes collègues entre Montrégeau et Luchon. Au-delà des premiers choix technologiques qui ont été réalisés, le véritable défi pour l'hydrogène, c'est le modèle économique. Les coûts d'investissement dans l'acquisition des nouveaux matériels, de l'installation des stations, mais également les coûts d'exploitation, notamment le prix de l'hydrogène décarboné, sont à ce stade trop élevés pour permettre un véritable déploiement à grande échelle. Pour répondre à ce défi, il sera nécessaire de trouver des synergies entre les différents besoins locaux, transports et industriels, pour mutualiser les investissements et massifier les volumes consommés. En ce sens, le groupe SNCF étudie les synergies aux bornes des activités du groupe, en s'associant
le besoin des activités ferroviaires, mais également routières, avec nos 2 filiales, Keolis et Géodis. Enfin, je vais aborder rapidement la question du e-fuel. Ce carburant de synthèse qui se place en concurrence directe avec les biocarburants, de notre point de vue, cette filière ne présente pas une maturité industrielle suffisante pour constituer une solution. Par ailleurs, la production de ces carburants de synthèse demandera des investissements très lourds et le coût au litre attendu devrait rester un désavantage majeur pour la promotion de cette solution auprès des autorités organisatrices de transport. Nous ne sommes pas les seuls acteurs de cette transformation profonde et avons pour cela le besoin d'appui de nos partenaires industriels et institutionnels. À titre d'exemple, la filière biocarburant doit être robuste et nous garantir une sécurité d'approvisionnement, et le développement d'une filière batterie ferroviaire mature est indispensable pour développer les technologies décarbonées post-biocarburant. Biocarburant, c'est une solution pour nous qui est transitoire avant d'arriver aux autres solutions que je viens de décrire. Alors, quels sont nos besoins et nos attentes? C'est la question que vous m'avez posée. À notre sens, pour accélérer la transition énergétique, des scénarios sont construits sur le long terme avec les autorités organisatrices de transport. La réalisation de cette trajectoire et sa réussite sont conditionnées au financement des solutions jugées pertinentes, prioritaires, tant du point de vue du matériel roulant que du point de vue de l'infrastructure. L'État devra favoriser le développement des filières en créant un cadre réglementaire favorable. Nos besoins pour les biocarburants, aujourd'hui, 2 obstacles contraignent le déploiement des biocarburants dans le secteur ferroviaire. Le premier obstacle concerne la réglementation applicable aux infrastructures de distribution des biocarburants. La réglementation, par exemple, interdit la construction de stations de distribution polycarburants et la mixité des produits est interdite dans les réservoirs de nos trains. Cela est un frein majeur à l'optimisation de la distribution. Et par ailleurs, chaque entreprise ferroviaire doit disposer de ses propres installations de distribution et de stockage dédiées alors qu'elles sont partagées et régulées aujourd'hui. Une simplification de la réglementation est indispensable au développement des biocarburants pour le système ferroviaire. Nous sommes à la disposition pour vous apporter les précisions nécessaires sur ce point. Le second obstacle, tout le monde vous l'aura déjà dit, je pense, c'est le prix. En raison d'un coût de la matière plus élevé, les biocarburants sont plus coûteux que le gazole. Cette différence pourrait être atténuée par la fiscalité. Or, celle appliquée aux biocarburants est soit identique à celle du gazole, soit la différence appliquée est trop faible, qui a pour effet de maintenir un écart de prix au détriment des biocarburants. La mise en place d'une fiscalité vraiment incitative, voire nulle, pourrait faciliter le déploiement des biocarburants. Enfin, et j'en termine par là, nos besoins pour nous sont d'abord des besoins de nouvelles technologies. SNCF est pleinement engagée dans le développement de solutions en rupture pour atteindre les objectifs environnementaux au travers du développement des premières flottes de trains décarbonés. Nous aurons d'ici fin 2025 mis en service un premier portefeuille de solutions de décarbonation, 2023 pour les trains hybrides, 2024 pour les trains batteries et 2025 pour les trains hydrogène, et des solutions d'électrification frugales. L'enjeu se situera dans le passage à l'échelle et dans l'industrialisation de ces solutions. Pour l'instant, nous en sommes à des expérimentations. Le passage à l'échelle sera véritablement déterminant. Pour nous, pour accélérer cette transition, il est indispensable que les pouvoirs publics sécurisent les aides nécessaires au financement des surcoûts d'investissement. En conclusion, je pourrais résumer mon propos et mes messages en 3 points. D'abord, vous l'avez bien compris, le train est le mode le plus décarboné par excellence. Il est déjà existant, il a déjà fait ses preuves, et donc soutenir le ferroviaire, c'est agir directement en faveur du mode le moins émetteur, et cela maintenant. Le deuxième point, c'est que pour accélérer notre décarbonation, nous avons devant nous un bouquet de solutions, vous l'avez vu, je viens de les décrire, que nous développons au service des régions, et nous y croyons. Et enfin, le biocarburant est la solution de court terme permettant un effet de décarbonation immédiat sans avoir à recourir à d'importants investissements. Et je rappelle, c'est 60% de CO2 en moins. Pour autant, comme vous l'avez noté, nous avons besoin d'un effort sur la fiscalité. Voilà les derniers propos que je souhaitais vous présenter. Je vous remercie pour votre écoute et avec l'ensemble de l'équipe, Carole Desnos, Vincent Delcourt, Stéphane Chahuic et moi-même, sur votre disposition pour répondre à l'ensemble des questions.
Merci. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de SNCF Voyageurs, merci d'abord d'avoir répondu à notre invitation. Et vous êtes un acteur majeur. Vous dites effectivement leader sur le transport décarboné de masse. Votre analyse, votre expérience seront pour nous très, très précieuses. Vous abordez d'abord l'objectif de neutralité carbone de SNCF en 2050. Alors, vous avez dit un certain nombre de choses. Est-ce que vous pouvez nous redire en quelques mots, les uns ou les autres, comment vous y arrivez en partant du constat d'aujourd'hui et quelle est l'ampleur de l'effort à faire pour vous, de votre point de vue? Alors, l'ampleur de l'effort à faire, c'est en gain de décarbonation, mais peut-être aussi si vous pouvez nous situer, je ne sais pas si vous avez cet élément-là, ici il est communicable, mais l'ampleur de l'effort financier à conduire là-dessus, parce que c'est un point qui est quand même important. Puis deuxièmement, vous avez évoqué les différents niveaux d'émissions et les comparaisons que vous faites en termes de CO2 entre les différents modes. J'ai noté, par exemple, pour la voiture thermique, que vous émettez 93% de moins. Bon. Alors, si on pondère ça par le fait qu'il y a quand même une partie, 16% du réseau qui fonctionne au gazole, est-ce que ces chiffres sont les mêmes si on raisonne en globalisant, en tenant compte de l'ensemble du réseau et d'une part qui fonctionne au gazole, ou est-ce que c'est uniquement sur les lignes électrifiées qu'on fait ce comparatif? Premier élément. Et deuxièmement, si on raisonne sur l'ensemble du cycle, entre guillemets, c'est-à-dire en intégrant l'effet en émissions de CO2 des infrastructures, qu'est-ce que ça change de ce point de vue-là? Ça, c'est mon premier bloc de questions. Et puis, deuxième bloc, très rapidement, on a entendu vos propositions centrées spécifiquement ou assez largement, sur les biocarburants. Donc, c'est un parti qui est clair et qu'on entend parce que ça fonctionne, comme vous l'avez très bien dit, je crois. J'ai noté votre formule, c'est maintenant et ça fonctionne, ça me paraît effectivement juste. Du coup, il y a deux points qui sortent sur la réglementation et sur le prix. Voilà, si vous pouvez peut-être un peu mieux nous développer ces deux suggestions, parce que pour la mission, ça sera important de bien saisir quelles sont vos attentes sur ces deux points. Alors, plusieurs questions. Comment on arrive jusqu'à la neutralité carbone jusqu'en 2050? Ce que je vous propose, c'est que, de façon écrite, on vous donne les différentes étapes dans nos travaux, sauf si, Carole, tu veux apporter ce complément. Moi, ce que je voulais vraiment présenter devant vous aujourd'hui, c'est que notre entreprise n'est pas à attendre ce qui se passe fait par d'autres, mais on veut absolument, sur les 16% du réseau ferroviaire, trouver des solutions alternatives, c'est-à-dire comment on fait pour ne pas avoir à mettre un fil caténaire et électrifier la ligne. C'est 1 million d'euros du kilomètre pour électrifier une ligne, et donc on n'a pas toujours les moyens, j'entends les autorités organisatrices ou l'État, de faire cette électrification. C'est pour cette raison qu'on a proposé un bouquet de solutions. Le biocarburant n'est pas dans la neutralité carbone, on est sur l'hydrogène ou la batterie. Sur ce point-là, peut-être, Carole, tu pourras développer, ainsi que l'ensemble des chiffres qu'on vous a donnés. C'est des chiffres qui sont ceux de l'ADEME. Ce n'est pas des chiffres de l'entreprise, c'est-à-dire que les calculs qui ont été faits sont ceux qui ont été faits au travers de ce que nous a été donné par l'ADEME. Et nous, on souhaitait que ça ne soit pas donné par le groupe SNCF, parce qu'évidemment, ça serait donné à caution. Et c'est pour cette raison que c'est les chiffres de l'ADEME qu'on vous donne, et non pas ceux du groupe. Peut-être si tu peux apporter les éclairages. Oui. Bonjour. C'est bon. Bonjour à tous, Monsieur le Président, Messieurs les sénateurs. Donc, effectivement, je dirais que la première orientation pour nous, étant donné qu'on est majoritairement décarboné, c'est d'arriver à sortir du diesel. Donc, la sortie du diesel, elle va se faire progressivement. La particularité qu'il y a dans le ferroviaire, c'est qu'on a aussi une durée de vie importante sur le matériel. Donc et c'est important d'utiliser la durée de vie du matériel parce que ça évite de réinvestir dans du matériel neuf et d'utiliser des matières premières. Donc la sortie du diesel, elle peut se faire de plusieurs manières. Soit on change le carburant, et effectivement, comme l'a développé le président Fanichet,
les biocarburants, on y a travaillé depuis quelques années et présentent une alternative intéressante parce qu'avec peu de modifications sur les moteurs, avec peu de conséquences sur la maintenance, on arrive à décarboner à plus de 60% le taux de carbone en utilisation classique. En plus, on pourrait y revenir, mais je dirais que les biocarburants, ils ont l'avantage en France d'être disponibles, de ne pas être en concurrence avec la partie agricole et d'être sur le plan environnemental un plus pour le pays. Et on va être dans une situation où aujourd'hui la réglementation prévoit dans le B7 de mettre 8,4% de biocarburants. Or, on sait que l'utilisation de biocarburants pour le carburant routier va baisser progressivement avec la réduction des véhicules diesel et puis avec même l'extinction des véhicules diesel. Et ça va correspondre justement à la période pendant laquelle on aura, nous, un besoin croissant de biocarburants, puisque nous, on ne parle pas de B7, mais on parle de B100. Donc, on mettra 100% de biocarburants. Et là encore, c'est vrai que c'est maintenant et ça fonctionne parce que techniquement, les résultats sont là. On a une petite baisse de puissance, mais globalement, ça peut se compenser par d'autres aléas techniques. Donc, les biocarburants, c'est vraiment une solution qui va permettre de sortir rapidement du diesel avec les choix qui seront faits au niveau des régions. Les autres choix, ça pourra porter sur du rétrofit de matériel avec des batteries, donc soit du train hybride. Le train hybride, on y travaille aussi depuis quelques années et le train hybride est techniquement prêt à être déployé. C'est une question de mois. Et puis derrière, on aura un peu comme ça s'est fait, je dirais, dans d'autres secteurs, on passera de l'hybride au full batterie et puis à l'hydrogène. Alors, l'important, je dirais, sur les biocarburants, c'est vraiment de pouvoir démarrer et de viser progressivement cette neutralité carbone. Alors, on pourra réécrire le schéma de la neutralité carbone, ça dépend aussi, il faut voir le type de matériel qu'on a, le taux de renouvellement, sauf si Stéphane, toi tu peux donner quelques éléments. Mais on a un plan d'action sur les neutralités carbone, mais vraiment je pense qu'il faut retenir que on le dit souvent entre nous, mais les 10 ans qui viennent sont vraiment des années de croissance du ferroviaire tel qu'on a pu le connaître il y a plusieurs décennies, parce qu'il y a cette urgence climatique et que les technologies dans le domaine ferroviaire peuvent être déployées. Le principal frein est un frein économique sur de la fiscalité des biocarburants, sur des coûts de rétrofit, et c'est là le principal frein, sur des coûts de distribution, que ce soit biocarburant ou hydrogène. Mais globalement, techniquement, on n'est pas dans une remise à plat complet des choix technologiques. Je dirais que les orientations technologiques qui ont été prises il y a déjà fort longtemps dans le ferroviaire, de passer au full électrique, se retrouvent aujourd'hui être les bonnes solutions, puisque l'électrification, quand on dit qu'on est électrifié à près de 70% et que le reste, on ne l'a pas fait pour des raisons économiques, je pense que ça, c'est vraiment important. Avant de passer la parole pour la neutralité carbone à Stéphane Schwalik, je dirais que le point important, c'est de dire que tout le travail qui a été fait, justement, de développer plusieurs solutions technologiques et de pouvoir décider avec les régions le choix des meilleures solutions technologiques en fonction des profils d'utilisation, en fonction des industries déjà présentes. Est-ce que la région est plus agricole? Est-ce que la région est plus industrielle? Ça va permettre à la France de développer du ferroviaire décarboné, de sortir du diesel, de pouvoir réopérer plus de trains sur ces petites lignes à moindre coût. Et on a de l'avance sur ce domaine-là par rapport aux autres pays européens. Oui, quelques éléments de précision sur la stratégie de décarbonation. Il faut schématiquement avoir en tête qu'il y a deux horizons de temps, une échéance plutôt courte.
Nous, on souhaite vraiment agir à court terme. On a parlé beaucoup des solutions de décarbonation, mais on est évidemment aussi engagé dans des solutions de sobriété énergétique par des gestes en opérationnel, comme l'opticonduite, donc c'est l'optimisation du geste métier des agents de conduite, et puis l'éco-stationnement. Donc on souhaite agir vite, et donc cette réduction envisagée, elle participe déjà aussi à une forme de décarbonation, même si elle n'est que partielle. Et puis il y a les biocarburants, qui est une solution très rapide parce qu'elle ne nécessite vraiment que très peu de modifications sur le matériel roulant. Le surcoût est assez contenu et on a quelque chose qui fonctionne, qui est dans notre portefeuille de solutions. Et puis, un horizon un petit peu plus lointain, ce sont les nouvelles technologies. Non, mais tu pourrais juste dire combien ça coûte de passer au biocarburant? C'est quelques milliers d'euros. Oui. Un matériel roulant pour qu'il passe du gazole actuel au biocarburant, c'est 10 000 euros, c'est ça? C'est environ 5 000 euros par rame pour des surcoûts de maintenance. Il faut changer les filtres, il faut changer les flexibles. Donc le surcoût en maintenance est assez limité. Le surcoût en énergie, lui, il est quand même réel puisque Par le prix du carburant, ouais. on est à plus 15% aujourd'hui. Mais on a espoir qu'avec le développement de la filière, ces coûts se rapprochent au final du coût du gazole non routier. Mais on a quelque chose dans nos mains qui est assez précieux et qui peut être rapidement dégainé pour pouvoir décarboner de façon assez ample notre parc de matériel roulant. Et puis le sujet du plus long terme, aujourd'hui il faut vraiment avoir en tête que les premières circulations qui vont venir à fin 2023 pour l'hybride, à fin 2024 pour le train à batterie et à fin 2025 pour l'hydrogène, ce sont aujourd'hui des circulations pilotes qui vont nous permettre de nous tester, de définir les zones de pertinence de chacune de ces technologies. Et pourquoi on veut faire cela ? C'est pour pouvoir définir avec précision la performance de chacune de ces solutions en fonction, et ça a été dit, des ressources du territoire, en fonction des contraintes de l'exploitation et de l'infrastructure qui existe déjà. Donc c'est aussi important de se dire que c'est aujourd'hui on œuvre pour l'exploitation future sur ces nouvelles technologies. Avec cela, on arrive à atteindre effectivement les objectifs de SNCF de zéro émission nette à horizon 2050. Bon, on n'a pas été précis dans nos réponses, donc je vais les reformuler. Bon, il y a 3 stades. B100, batterie, H2. C'est très clair. B100, on vous a dit qu'on savait le faire. B100, on vous a dit que l'adaptation des matériels roulants, c'était quelques milliers d'euros pour pouvoir les adapter. B100, on vous a dit que si ça croissait assez vite, le surcoût pourrait être atténué, plus les éléments dont je vous ai fait part. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, pourquoi on est évasif et sur batterie et sur hydrogène. D'abord, ces technologies, elles ne sont pas complètement matures, même si elles sont suffisamment avancées, bien plus avancées que le e-fuel, elles ne le sont pas assez. Au titre du groupe SNCF, on a vraiment besoin de faire ces expérimentations, et c'est pour cette raison que j'ai rappelé les 2 années, 24 et 25. C'est à la date de ces années-là qu'on pourra évaluer véritablement la façon dont on utilisera batterie ou hydrogène pour remplacer l'électrification. On peut vous communiquer, bien évidemment, le surcoût de la batterie ou le surcoût de l'hydrogène. Le surcoût de l'hydrogène embarquant d'autres sujets qui sont comment on remplit nos véhicules et comment on les approvisionne. Mais je pense que votre question mérite d'être éclairée. Il faut que, par écrit, on puisse répondre à ces questions. Et par ailleurs, vous avez relevé les pourcentages que j'ai donnés dans mon propos introductif. Oui, les pourcentages que j'ai donnés, qui étaient le 93%, prend en compte les 16% de circulation carbonée. Merci. Monsieur le rapporteur. Oui, juste peut-être une dernière question avant de laisser la parole à mes collègues. Quand vous êtes sur les biocarburants, vous êtes, soyons clairs, sur ce qu'on appelle, nous, la première génération de biocarburants. Ah, bon. Vous êtes bien sur l'idée que vous allez utiliser cette première génération pendant une étape que je comprends comme relativement longue. Donc, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui de la capacité à vous approvisionner avec cette filière-là? Parce que c'est assez important, quand même. Un très grand client comme SNCF et ce point de vue-là. Et est-ce que vous avez une idée des volumes? Est-ce que ça fait déjà l'objet de discussions, comme on est dans une période de entre guillemets, de planification, c'est le mot à la mode sur ces questions-là, comme la PPE va arriver, et comme on nous dit aussi parfois, alors c'est aussi discuté, que la biomasse n'est pas non plus facile à trouver, qu'il y aura peut-être une limite. Et voilà, est-ce que, à votre avis, voilà, vous avez assuré cet approvisionnement? Oui. Alors, en fait, le biocarburant, donc,
on en voit 3 sortes. Il y a le baissan, qui est les graines de colza écrasées et stérifiées, et on a de l'huile de colza, qui est donc un coproduit relativement simple, avec des capacités de production dans des petites unités en région. Et l'intérêt, c'est que là, on est sur un produit, je l'ai dit, simple, peu consommant en fabrication, et avec une quantité qui est déjà disponible. On a estimé que la quantité que l'on pourrait avoir besoin pour la flotte TER, si toute la flotte basculait du jour au lendemain en baissant, serait de l'ordre de 7% de la production actuelle de baissant. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a un moment où les courbes nécessaires en baissant pour l'automobile vont se croiser avec la montée. Donc on n'a pas de problème de disponibilité sur le baissant. Pourquoi nous, le baissant nous convient et qu'il n'est pas forcément retenu dans d'autres secteurs de transport, l'aviation par exemple, c'est que le produit ne peut pas être utilisé à des températures inférieures à 15 degrés, à moins 15 ça fige, et le HVO par exemple, lui, ne fiche pas avant moins 35, moins 40, donc d'autres secteurs ne peuvent pas utiliser le biocarburant. Bon. Mais nous, dans les médias, on est sur le biocarburant et on dit que c'est une période de transition. Pour nous, la priorité, c'est de sortir du diesel et d'aider les régions à sortir du diesel à un coût économique. Et cette période de transition, elle va accompagner le matériel thermique qui arrivera progressivement en fin de vie. Le HVO, on est plus réticent parce que le process de fabrication est beaucoup plus complexe. On n'a qu'un site de production en France, par exemple. On sait qu'on aura moins de disponibilité de HVO et que d'autres secteurs, justement, en ont plus besoin. Et puis après, ce que l'on se dit aussi, c'est que, comme vous le mentionnez, la biomasse, les déchets sont difficiles à obtenir. Le processus est consommant en énergie. Et donc, on n'est pas au même niveau de maturité que le baissant, et ni en termes de coût, et ni en termes non plus de capacité à monter en production avec cette rareté de biomasse, cette formulation à mettre au point, et ce process complexe, et puis les investissements industriels qu'il faudra derrière. On est sur un délai un peu plus long. Et puis le e-fuel, là, c'est vraiment après-demain. C'est pour plus tard, et la consommation en énergie nécessaire pour faire ce e-fuel, le process sera encore d'un niveau de complexité plus fort que ce que l'on connaît sur le HVO. C'est pour cela qu'on a mis ces priorités, et qu'aujourd'hui, nous, le e-fuel, on ne le met pas dans notre stratégie de remplacement du diesel. Merci. Monsieur le Président directeur, vos 16%, c'est 16%... Quand vous dites 16%, vous avez ramené à des voyageurs ou... Non, c'est le nombre de trains, c'est le nombre. Parce que moi j'ai un 40-60, 84. Alors est-ce que vous voulez dire que 60% de ce qui est électrique transporte 84% de vos usagers, et 40% 16%? Exactement. Merci. Absolument. Parce que c'est très bien. Pardon. Je vais passer la parole raccourci, à mon collègue Stéphane Demilly. Merci, Monsieur le Président. Je suis sénateur de la Somme, donc des Hauts-de-France, et je voudrais vous poser 2 questions qui sont liées à ma région. Madame, vous avez beaucoup parlé du baissant. Les Hauts-de-France, c'est votre 2e ou 3e région importante en termes de trafic, je crois. Il y a 1280 trains, il y a 200 000 voyageurs par jour. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'important pour vous. Et dans le cadre de votre démarche planétaire, vous avez donc initié une expérimentation sur le Paris-Lens avec du baissant. Et cette expérimentation, de mémoire, elle devait se terminer fin 2021. Donc je voulais juste savoir si on pouvait avoir un premier retour d'expérience, une première appréciation par rapport à cette expérimentation, à la fois sur le plan financier, mais aussi sur le plan technique. Est-ce que vous étiez satisfait de cette expérimentation? Ma deuxième question concerne justement, et je reviens sur les propos qui ont été tenus à l'instant, vous disiez 60% du réseau est électrifié, ce qui représente 84%, j'ai bien compris, donc du transport passager. Dans les 40% non électrifiés, il y a la fameuse arlésienne du Paris-Boulogne, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, et j'ai cru comprendre, je pense que ce sont des mauvaises langues, mais j'ai cru comprendre que le projet d'électrification du Amiens-Boulogne était abandonné.
Voilà, je voulais juste savoir si vous aviez quelques informations sur le sujet. Je profite de ce genre de mission d'information pour faire mes courses, en tout cas pour avoir un peu d'éclairage quant à la réalité des projets. Sur le Paris-Lens, je vais laisser Stéphane vous répondre. Sur le Amiens-Boulogne, pour avoir été le patron des trains intercités, effectivement, on faisait un changement à Amiens de locomotive. La bonne nouvelle pour... Ah pardon, excusez-moi. Je reprends. Donc sur le Paris-Boulogne, pour avoir été le patron des trains intercités pendant quelques années, effectivement, il y avait un changement de locomotive qui se faisait à Amiens. Depuis, on a des matériels automoteurs et qui est bimode, et du coup, il n'y a plus ces changements-là. Pour répondre à votre question sur l'électrification de Amiens-Boulogne, je ne sais pas vous répondre, mais on va prendre le point et je demanderai à mon collègue Mathieu Chabanel de m'aider dans la réponse écrite que nous vous ferons. Je ne sais pas vous répondre. Mais sur l'expérimentation, le Paris-Lens. Oui, sur l'expérimentation Paris-Lens, l'expérimentation a vraiment donné de très très bons résultats. D'ailleurs, comme en Normandie, les résultats sur Hauts-de-France ont confirmé ce que nous avions vu aussi sur Normandie. Plusieurs points positifs. Déjà, nos matériels étaient compatibles. Donc ça, c'était vraiment le point fort. Mais on avait déjà une petite indication parce qu'on avait fait des tests au banc moteur auparavant. On avait quelques craintes sur la performance de traction. Vous savez qu'on est tenu de respecter les horaires. Cette performance de traction était au rendez-vous. Donc on n'avait pas une énergie qui était finalement moins bonne que le diesel. Elle était aussi au rendez-vous. Une surconsommation attendue, là aussi, on n'a pas constaté de surconsommation. Donc vraiment, tous les voyants étaient au vert pour le Paris-Lens. Et effectivement, c'est un bon point pour nous en tout cas, le matériel Réjolis, puisque c'était notre matériel le plus moderne qui circulait sur Paris-Lens. Ça a été un franc succès. Maintenant, c'était pour répondre aussi à une précédente question. Il y avait ce sujet réglementaire. Aujourd'hui, la réglementation nous contraint à ne pas pouvoir développer le B100 dans l'ensemble de nos stations de distribution. La réglementation nous impose d'avoir des installations spécifiques pour distribuer le B100. Et on a deux leviers. Soit effectivement, on réinvestit dans des nouvelles installations de distribution, soit on contraint notre schéma d'exploitation pour pouvoir faire en sorte que la rame passe toujours par le même passage de la même station. Donc c'est ce sujet aussi qu'il faudra, à notre sens, pouvoir faire évoluer pour que le déploiement du B100 en soit complètement facilité. Merci. Martine Berthet. Oui, bonjour. Martine Berthet, sénatrice de la Savoie. J'aimerais revenir sur la solution hydrogène, Monsieur le Président directeur général. Cette solution hydrogène, j'ai le sentiment que vous êtes en retard sur le sujet. J'ai eu l'occasion de visiter Alstom Belfort assez récemment et il m'a semblé comprendre que l'Allemagne était déjà dans une expérimentation bien plus avancée que nous et d'autres pays, me semble-t-il. Donc, est-ce que vous pouvez revenir sur ce point, nous dire pourquoi nous sommes en retard? Est-ce que parce que d'emblée, au départ, vous n'avez pas eu confiance dans cette solution hydrogène ou une autre raison? Travaillez-vous déjà sur les implantations de sites de production? Et peut-être pour mon secteur de montagne, quelles sont les solutions que vous envisagez? Alors j'imagine pas les biocarburants, mais voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Merci beaucoup. Tu veux que je passe la parole? Moi, je vais juste dire un mot. Si vous avez visité Alstom, et les solutions avec leur matériel roulant qui s'appelle le E-Lint, qui fonctionne aujourd'hui en Allemagne. Le choix qu'on a fait en France, on ne peut pas tout à fait dire que nous sommes en retard. Enfin, je ne peux pas me permettre de laisser le dire. En tout cas, nous avons fait, et sous l'autorité de Carole, de très gros travaux justement pour développer l'hydrogène. Développer l'hydrogène sur la base de matériel roulant que nous avons, à savoir les Réjolis, puisque c'est un parc. Ça fait partie des deux parcs. Vous avez le Réjolis et le Régio 2N, qui sont les deux parcs de matériel en TER, qui sont les plus en pointe et qui répondent à deux besoins. Le Réjolis, c'est un seul niveau, le Régio 2N, c'est deux niveaux, pour permettre aux régions de répondre à leurs questions de la totalité de leurs attentes en termes de transport ferroviaire. Donc, avec Alstom et la direction de Carole, nous avons déjà fait des expérimentations sur l'hydrogène et nous allons faire cette expérimentation sur, comme je le disais dans mon propos introductif, Montrégeau-Luchon sur l'hydrogène.
Et ce sujet-là mérite d'être adapté au matériel roulant. Peut-être que tu peux éclairer soit Carole, soit Vincent. Je vais commencer, puis je passerai la parole à Vincent. Mais je ne voudrais pas juste qu'on laisse dire que nous sommes en retard parce que c'est des travaux qui ont été avancés. Mais vous ne faites que reprendre les propos, je l'entends tout à fait. Alors, le sujet du train à hydrogène présente l'avantage d'une plus grande autonomie. C'est vraiment ce qui nous motive dans l'idée de développer des trains à hydrogène, c'est trains décarbonés avec une grande autonomie. C'est combien, grande autonomie ? 600 km, quand en batterie, aujourd'hui, on est à 80-100 km. Donc, c'est vraiment l'intérêt. Le choix qu'on a voulu faire, comme l'expliquait le président Fanichet, c'est de travailler sur un autre matériel que le e-Lint avec Alstom, et c'est de travailler sur un train qui est bimode, en se disant le surcoût de l'hydrogène aussi, c'est lié à l'infrastructure, les stations de recharge, et donc en transformant un train à la fois en mode électrique et à la fois en mode thermique, ça nous permettait de limiter les stations de rechargement, sachant que de toutes les manières, il y avait un coût d'adaptation et un temps de développement pour adapter le train e-Lint au réseau français, qui était aussi long que la solution que l'on a retenue et qui nous permettait d'avoir un train qui était plus polyvalent. Je te laisse rajouter. Oui, je vais dire quelques mots. Oui. Merci pour la question, Madame la sénatrice. Alors, en effet, on est sur cette question de l'hydrogène avec les régions depuis 2018, donc ça fait quelques années, en effet. On a déjà eu un temps, je pense il est bon de le rappeler aussi, qui a été de pouvoir passer cette première commande. Et en effet, on est parti sur une vision qui est vraiment de tester en opérationnel sur un premier parc, parce qu'on est sur 12 trains, 12 matériels Régiolis, dans 4 régions, comme cela a été rappelé. Et quand on parle de cette première expérimentation qui se fera évidemment dans les conditions opérationnelles, ça veut dire aussi pas simplement de réfléchir sur la question du train, mais aussi sur tout l'écosystème. Un des points centraux qu'on doit évoquer, c'est évidemment la question de la distribution, la production et la distribution d'hydrogène, et aussi l'adaptation de la performance de l'engin aux différents parcours qu'il va pouvoir rencontrer. Donc on a un travail qui a été un travail avec les régions assez proche, de travail sur toutes les dimensions, avec Alstom sur évidemment la production de ce train-là, avec quelque chose qui est un peu différent. Bien sûr, intégrer une solution hydrogène est une solution qui reste relativement complexe, sur lequel, évidemment, les aspects de sécurité sont centraux. Mais on l'a aussi pensé, dans le cadre un peu plus lointain, de se poser la question aussi de la modification du matériel existant. Donc, c'est à la fois être en capacité d'acheter ces Régiolis neufs en mode hydrogène, mais aussi, à moyen terme, d'avoir aussi des kits de modification et de rétrofit. En complément, c'est aussi un impact sur la définition de nos plans de transport, sur la maintenance associée à ces trains. Et j'allais dire que cette vision assez holistique et cette approche système que nous avons sur l'hydrogène nous permet d'adresser tous les éléments. Et vous avez vu dans la presse récemment les difficultés aussi qui sont actuellement exprimées du côté allemand, justement parce que la segmentation de l'ensemble des briques technologiques est assez difficile à consolider. Et aujourd'hui, on a cette approche complètement système, c'est-à-dire à savoir, évidemment, faire rouler un train hydrogène en sécurité, mais aussi savoir le maintenir et surtout savoir l'alimenter. Alors, je m'arrête 2 secondes sur cette question de l'alimentation qui est au cœur du sujet. On voit bien aujourd'hui que la problématique, elle a été exprimée par le président Fanichet et par Carole Desnos, elle se situe au niveau du prix. Il y a eu au sein de cette commission plusieurs expressions sur des prix d'hydrogène. Alors le prix d'hydrogène, on serait bien, quand on parle d'hydrogène décarboné, c'est aussi le prix de l'électricité, mais c'est aussi le prix de l'acheminement, du transport. Les grandes infrastructures de distribution d'hydrogène aujourd'hui n'existent pas. Donc si on parle de production massifiée sur des grands centres de production par des grands énergéticiens, il faut l'acheminer jusqu'au train, et entre le prix de sortie d'usine et le prix à la pompe, on a un différentiel qui est non négligeable.
négligeable. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est aussi travailler à une uniformisation des aspects système sur l'ensemble des régions. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve à avoir des stations de distribution dans une région qui ne soit pas compatible avec le train qui circule. Bref, on a une vision complètement holistique sur l'ensemble du territoire pour une circulation. On se prépare, et ça a été dit tout à l'heure, au-delà de l'expérimentation, être prêt à déployer, si les conditions économiques sont réalistes, assez rapidement cette solution. Cette solution, on l'a dit, elle est vraiment complémentaire à ce qu'on va faire sur la batterie. De par l'autonomie, 600 km aujourd'hui. Demain, on pense qu'on peut encore aller plus loin. On a développé aussi, ça a été dit, un train bimode, parce que pourquoi la problématique de l'hydrogène, c'est l'autonomie, c'est son stockage à bord des trains. On voit bien que ça, c'est une limite physique. Là où on a déjà, et on a réexprimé le taux d'électrification en France, là où on a déjà une caténaire, autant l'utiliser pour essayer d'utiliser au minimum l'hydrogène là, à bon escient, là où c'est nécessaire. Donc, pour répondre très précisément à votre question, on n'est pas forcément en retard, on a juste une approche qui est vraiment d'être prêt à déployer et à passer à l'échelle, et aussi d'intégrer toutes ces briques technologiques, y compris la maintenance et la redéfinition des plans de transport. Donc, une vision réaliste, c'est fin 2025 les premières circulations, et à la fin de l'année 2026, l'ensemble des 12 rames Régiolis pourront circuler. Et pour répondre à la question de qu'est-ce qu'on peut mettre comme train décarboné dans les régions de montagne, donc on ne mettrait pas le baissant à cause des moins 15, mais par contre on pourrait mettre du HVO, des batteries ou de l'hydrogène. Vincent Séguin. Oui, merci Monsieur le Président. Deux questions. Quand j'écoute vos propos, je comprends que les biocarburants, c'est une solution transitoire, mais qui ne sera pas durable, et à l'horizon de 2050, où on doit aller vers le zéro émission, vous cherchez une autre solution pour faire face. Alors, je voulais juste de la précision sur ce point-là. Le second, vous nous dites que vous allez vers une industrie verte, que c'est le meilleur moyen de transport qui émet le moins d'émissions de carbone. Ça va dans l'air du temps, avec la volonté du citoyen. Pourquoi vous n'avez pas un billet de train qui va en augmentation par rapport à cet effort qui est fait? Merci pour... je vais répondre à la deuxième question. Merci pour votre question. Pour la deuxième question. En un mot, ce que vous proposez, c'est une réflexion qui pourrait être au travers d'une fiscalité ou d'une taxe suivant le mode carboné ou décarboné. Aujourd'hui, on parle, les trains qui aujourd'hui sont l'objet de nos discussions sont les trains régionaux. Aujourd'hui, il n'y a aucun train national qui circule au gazole. On parle bien des trains régionaux. Et aujourd'hui, il appartient, je dirais, à chacune des autorités organisatrices de transport de décider de la modalité et des taxes qu'ils pourraient mettre en fonction des modes utilisés. Donc cette question est tout à fait pertinente, mais là, pour le coup, l'opérateur que nous sommes ne peut pas y répondre. C'est véritablement à l'autorité organisatrice d'en décider. Pour revenir sur le premier point, il y a 3 temps. On le redit, le baissant, il n'est pas pérenne, mais il est pour autant, tant qu'on n'a pas mieux, je pense qu'il faut quand même mieux tenir que courir, comme dirait la fable. Donc sur ce sujet-là, le baissant répond bien à la question. Et puis ensuite, suivant le profil de voie, je trouvais que c'était important, tel que ça a été rappelé par mes collègues, il y a deux possibilités. En un mot, c'est des petits parcours entre deux points qui font entre 60 et 80 km, et la batterie répondra à cette question avec une capacité pour nous potentiellement de recharger à très haut débit et très rapidement. Et puis pour les longs parcours, effectivement, c'est l'hydrogène, et c'est ces deux seuls modes aujourd'hui qui permettent de répondre à la question complètement décarbonée de 2050. Et je pourrais juste rajouter qu'on travaille aussi à redéfinir une gamme complète de trains pour les petites lignes, les lignes avec moins de clients, avec des trains qui seraient peut-être moins capacitaires, mais qui permettraient d'avoir plus de fréquences, de redonner vie à des lignes qui n'étaient plus exploitées. Et ces trains seraient nativement avec batterie ou après à hydrogène.
Mais l'intérêt de la batterie dans le ferroviaire, c'est intéressant parce qu'on ne va pas avoir une course à l'autonomie comme c'est dans l'automobile. Nous, notre enjeu, c'est vraiment d'avoir une recharge rapide. On récupère l'énergie au freinage, et comme le train va s'arrêter souvent, il va récupérer l'énergie. Et puis, si on a des points de recharge rapide en gare, on peut viser une autonomie de 200 km. Et donc, les technos de batterie vont augmenter, les trains vont s'adapter en termes de conception. Et en fait, il faut déjà qu'on passe tout le cap des matériels existants à adapter, à transformer, à faire évoluer en carburant. Et puis, si on se projette à plus long terme, on repense plus en profondeur le ferroviaire. Oui, c'est juste une précision aussi sur le train à batterie. On peut même envisager de coupler ça à de l'électrification partielle pour pouvoir étendre le champ du train à batterie. Aujourd'hui, l'autonomie est de 80 km, demain peut-être de 200 km. Et bien, si on arrive à électrifier uniquement les sections du réseau simple à électrifier, alors dans ces cas-là, on arrive aussi à avoir des trains à batterie qui peuvent faire une plus ample distance, une plus grande distance. Donc ça aussi, c'est une solution que nous regardons. Gérard Lahellec. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Merci pour vos éclairages. Moi, je poserai une question un petit peu à l'aune de ce qui fait débat un petit peu aujourd'hui. J'écoute beaucoup les déclarations officielles de la SNCF, qui ne manquent pas d'ailleurs de pointer des mots un peu plus polluants en disant peut-être pourrait-il être plus contributeur qu'ils ne le sont. Suivez mon regard. Et c'est un premier aspect de la complexité du sujet, quand même, auquel nous sommes tous confrontés, même s'il est vrai que personne ne conteste les vertus du transport ferroviaire. Il n'est pas moins vrai, quand même, que le transport ferroviaire ne vit pas seulement de l'air du temps. Il ne se développe pas par les effets de la génération spontanée. Donc, vous êtes tributaire aussi des investissements des AO. Si les AO n'investissent pas, très difficile. Donc, outre les recommandations utiles que vous faites, et elles sont précieuses, vous êtes quand même également dépendant de la capacité pour les collectivités de relever le défi auquel nos sociétés humaines sont confrontées. Et puis alors, il y a un deuxième sujet qui me trotte dans la tête, pardonnez-moi de l'exprimer ainsi, c'est que le ferroviaire est le seul mode qui paie tous ses coûts. Enfin, moi, je le lis comme ça. Vous payez votre énergie, et pas au prix le plus bas. Vous payez des péages lorsque vous utilisez l'infrastructure ferroviaire financée par un peu tout le monde, y compris par votre propre groupe qui y contribue. Donc, évidemment, il ne faut pas s'étonner du résultat, c'est que le mode ferroviaire est toujours trop cher. D'ailleurs, il arrive que vous essuyiez le reproche, qui, au fond, n'est pas très fondé, dans la mesure où vous êtes tributaire de décisions qui sont prises par d'autres. Alors, j'ai une question. Que vous répond-on lorsque vous dites que le ferroviaire est le seul mode qui paye tous ses coûts ? Monsieur le sénateur, comment vous répondre à cette question à la fois plus que pertinente, mais pour autant, pour le dirigeant que je suis dans cette entreprise, à la fois très compliquée à répondre. Vous avez d'ailleurs vu le temps que je mets à reformuler votre question. Non, mais aujourd'hui, cette phrase, elle aurait pu être prononcée de ce côté de la table. Mais lorsqu'on est le groupe SNCF, c'est toujours plus difficile de l'exprimer, même si je partage entièrement ce que vous venez de dire. Mais aujourd'hui, pour un groupe comme le nôtre, parce que je voudrais que vous ayez pu retenir, c'est qu'effectivement, le mode ferroviaire, il est déjà massivement décarboné aujourd'hui. Au moment où tous les Français se posent la question de la décarbonation, vous avez devant vous, pas nous, mais notre groupe est déjà décarboné, et entre guillemets à 84%, si je prends un chiffre, pour en prendre un, parce que j'en pourrais en prendre N dans les nombreux chiffres que je vous ai donnés. Nous pensons
que les solutions et les bouquets de solutions que nous pouvons apporter sont un chemin solide et robuste pour aller vers la décarbonation, et non pas en exprimant des vœux, mais avec des solutions matures. La batterie avec les régions, l'hydrogène avec les régions sont déjà des expérimentations qui fonctionnent, elles méritent d'être améliorées. Peut-être que notre groupe est peut-être trop timide en exprimant le fait que lui, il est décarboné à 84%, si je reprends ce chiffre-là. Mais effectivement, nous payons tous nos coûts, et surtout, je dirais que ce n'est pas nous qui payons tous nos coûts, mais ce sont les voyageurs ou les autorités organisatrices. Les seuls voyageurs qui payent tous leurs coûts, c'est ceux qui sont dans les TGV, effectivement, puisqu'ils payent aussi bien les péages que l'ensemble des coûts afférents aux billets de train. Et pour autant, je me permets, puisque je suis devant vous aujourd'hui, que la loi qui a été votée en 2018 et qui s'exécute en 2020 a la particularité d'être, je dirais, une boucle généreuse, puisque 100% de ce qui est produit dans le ferroviaire, ou 100% de l'économix qui est produit dans le ferroviaire, reste dans le ferroviaire. Et il y a assez peu de groupes comme le nôtre qui se posent la question de la décarbonation et qui, dans le même temps, grâce à la loi, permettent d'avoir un cercle vertueux où tout ce qui est généré dans ce groupe reste dans le ferroviaire. Et merci, monsieur le sénateur, de m'avoir donné l'occasion de le réexprimer en vous en remerciant. Et, Vincent. Oui, une dernière question, excusez-moi, je reprends la main. Je reviens à mes biocarburants qui sont sur une durée limitée. D'un point de vue industriel, comment on va pouvoir développer une technologie qui est quand même relativement coûteuse et l'amortir sur un temps si court? On est entièrement d'accord. C'est pour ça déjà que nous, notre priorité, c'est le B100. Le B100, on l'a dit, il est en surcapacité, il est disponible, il va y en avoir de plus en plus au fur et à mesure que le besoin routier va baisser. Et donc, c'est pour ça que notre priorité, nous, dans les biocarburants, c'est déjà de regarder comment pouvoir développer à coût économique, puisque techniquement, ça pose pas de problème, à la fois en production et à la fois en utilisation. Comment trouver des incitations fiscales et nous permettre d'utiliser le B100 et réserver le HVO pour des utilisations spécifiques, parce que là, effectivement, c'est plus compliqué à développer. Et puis, je ne reviens même pas sur le e-fuel, qui est pour moi encore l'étape d'après-demain. Monsieur le rapporteur. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voulais rebondir sur l'excellente question de notre collègue Lahellec. Avec juste peut-être une toute petite nuance, c'est qu'il me semble que le ferroviaire n'est pas le seul secteur à payer ses coûts. Je pense que l'aérien paye ses coûts, parce que l'aérien paye même son administration, et en l'occurrence la DGAC et le contrôle aérien, y compris l'investissement, les matériels nécessaires et l'investissement important nécessaire au contrôle aérien. Mais bon, c'est pas l'essentiel. Par contre, je voudrais à l'inverse dire qu'il y a un débat aussi sur la contribution attendue des autres modes en faveur du ferroviaire. Voilà, là-dessus, vous avez été assez pudique, mais je voulais peut-être vous inviter à nous dire comment vous voyez cet aspect-là. Extrêmement simplement. Il me semble que le gouvernement s'était... Je vais y arriver. Il me semble que le gouvernement s'est exprimé sur ce sujet, et en tant que groupe public, nous souscrivons à ce qui a été prononcé par le gouvernement. Moi, je voulais simplement avoir votre matériel, il a une durée de vie sur le long terme. Et donc, changer de mode de carburant ou quelle que soit l'énergie, ça veut dire que vous allez changer votre matériel. Comment vous l'avez programmé? Comment ça se passe? Alors, permettez-moi de revenir un tout petit peu en arrière sur les matériels roulants. En ce moment, les deux matériels roulants que nous livrons pour les régions, c'est de deux natures, le Régiolis et le Régio2N. Ces matériels roulants, aujourd'hui, ils ont la capacité de soit être électriques, soit d'être bimode, puisqu'ils peuvent être et gasoil et électriques. Ce que l'on ouvre aujourd'hui, c'est la capacité de lui donner, entre guillemets, un troisième, voire un quatrième mode. Ces troisième et quatrième modes, c'est quoi? C'est les batteries ou l'hydrogène. Sur le gazole, tel que je l'ai dit, aujourd'hui, le gazole, c'est une adaptation pour quelques milliers d'euros. On passe au B100, donc ce n'est pas un gros investissement.
Le sujet, c'est la disponibilité du carburant, sa fiscalité et le caractère réglementaire sur lequel je ne reviendrai pas. Après, c'est la batterie ou l'hydrogène. Un matériel roulant de train est un matériel qui est, lorsqu'on l'achète avec les régions et pour les régions, c'est un matériel roulant qui est là pour une quarantaine d'années. Aujourd'hui, d'ailleurs, sur 2 matériels roulants qui sont largement déployés dans les régions, à savoir l'AGC et le TER de ZNG, nous sommes à ce qu'on appelle une opération mi-vie, une vingtaine d'années. Notre objectif, c'est d'arriver à bien viser pour que, au moment où on fait cette opération de mi-vie, à 20 ans, on ait pu mettre à l'intérieur cette nouvelle technologie, batterie ou hydrogène. Et donc, ça sera bien une adaptation de matériel roulant et non pas acheter de nouveaux matériels roulants. Ça, c'est pour la flotte qui existe déjà. C'est-à-dire que les régions ont massivement investi, ce n'est pas le groupe SNCF, c'est les régions qui ont payé tous ces matériels roulants. Ils ont massivement investi, donc on va ce qu'on appelle rétrofiter ou faire des opérations mi-vie. Ça, c'est en cours de ce qui se fera et les décisions qu'on prendra en fonction sur batterie ou hydrogène. Et le deuxième sujet, c'est qu'une fois que la technologie batterie ou hydrogène sera au point, la livraison des nouveaux matériels roulants seront livrés avec ces nouvelles technologies. Voilà comment on voit le matériel roulant. La chance qu'on a dans le mode ferroviaire, c'est que nos matériels roulants durent un long moment. C'est 40 ans. C'est valable pour l'ensemble de matériels roulants, que ce soit du TER, que ce soit du Transilien ou que ce soit du TGV. Les seuls matériels roulants concernés par ce sujet de décarbonation sont les TER. Et donc ces 3 modes-là vont correspondre aux 3 temps qui sont les temps biocarburant sur les 60%, batterie sur les géographies qui nous permettront de le faire avec, comme l'a rappelé un de mes collègues, un principe d'électrification frugale. Ça veut dire qu'on mettra juste des bouts de caténaire là où il sera nécessaire que les batteries se rechargent. Et enfin, le mode qui est, entre guillemets, 10 fois plus performant, entre guillemets, c'est l'hydrogène, mais avec toute la complexité de sa distribution et de l'infrastructure dans son dispositif. Donc, j'espère que l'ensemble de mes collègues vous aura prouvé que, entre guillemets, on est prêt, il y a des solutions pour aujourd'hui, il y a des préparations pour demain, batterie et hydrogène, qui posent un certain nombre de questions, mais qui sont des questions, entre guillemets, solubles, et qui sont, entre guillemets, assez faciles à instruire. On n'est pas sur des technologies qui sont naissantes, on est sur des choses qui sont déjà solides. L'hydrogène, tout le monde sait comment fonctionne une pile à hydrogène, et ce sujet n'existe pas depuis hier. La complexité, c'est sa distribution. Le sujet, c'est son infrastructure qui va avec, mais la technologie de l'hydrogène existe depuis très très longtemps aujourd'hui. Donc voilà, les matériels roulants, entre guillemets, ils existent déjà. On les adaptera pour quelques milliers d'euros lorsqu'on parle du B100, et sans doute pour plusieurs autres milliers d'euros sur les batteries. Et ce que je me permettrai de faire, c'est qu'on puisse vous dire à titre indicatif ce qu'est une opération pour mettre des batteries à l'intérieur ou pour mettre de l'hydrogène. Merci. Est-ce que plus personne, monsieur le rapporteur? Merci, Monsieur le Président. Oui, je vais peut-être dire une horreur, mais je veux m'assurer que le débat est clos, ou du moins qu'il est circonscrit. La question des bus à la place des petites lignes, où est-ce que vous en êtes? Enfin, je suis obligé de vous poser la question. Ici, on aime les territoires, on aime desservir les territoires désenclavés. Donc, on ne voit jamais de gaieté de cœur l'idée qu'une petite ligne pourrait s'arrêter. Hein. Donc, je suis clair dans mon propos. Mais pour autant, je me dois de vous poser la question, est-ce que ces considérations environnementales peuvent vous pousser parfois à dire non, sur telle ligne, ça ne vaudra pas la peine et il vaut mieux passer à des bus décarbonés? Alors la question est tout à fait pertinente et vous l'avez fait d'ailleurs à dessein. Aujourd'hui, il y a des lignes qui sont très circulées et on sait que le mode ferroviaire sur des lignes très circulées emportant de nombreux passagers est la meilleure des solutions. Aussi bien en bilan énergétique que même en bilan de frottement, puisque comme chacun sait, sur le rail, on est 7 fois, si je ne me trompe pas, plus performant sur le rail que sur la route. Et ça, c'est lorsqu'on transporte beaucoup de passagers. Nous, ce que l'on pense, c'est qu'il y a un autre mode, et c'est ce que évoquait à l'instant Carole Desnos, avec les petites lignes. Aujourd'hui, on a une infrastructure ferroviaire. Il faut que nous regardions si cette infrastructure ferroviaire peut répondre à ce qu'on appelle des dessertes fines du territoire. La réponse est oui. Aujourd'hui, nous avons, grâce
aux équipes de Carole Desnos et du groupe de façon globale, développer dans l'innovation et sur nos propres budgets la possibilité de mettre d'autres véhicules sur ces voies ferrées. C'est ce qu'on appelle Flexi et Drési, que connaît bien le sénateur Lahellec, qui je fais un clin d'œil au passage sur ce sujet-là, parce que ce sont des petits véhicules, parce qu'aujourd'hui, un TER, le plus petit que l'on ait, c'est pour déplacer à minima 80 passagers. Et donc, aujourd'hui, vous avez raison, il y a des bus à 50. Donc, pour quelle raison on ne ferait pas du bus au milieu? Nous, on pense qu'il y a sur le ferroviaire encore de la possibilité de faire des plus petits mobiles qui répondent à cette question. En revanche, et je ne vais pas me couper à cette question, le ferroviaire ne va pas partout. Et l'objectif du groupe SNCF, c'est de pas d'aller partout. Et donc, le bus ou le car peut répondre en complémentarité du ferroviaire. Mais nous, notre intime conviction, c'est qu'il faut du rabattement et il faut que le ferroviaire soit la colonne vertébrale des déplacements et que le mode routier en soit le complémentaire. Et oui, bien sûr, et c'est aux autorités organisatrices d'en décider, généralement, c'est ce qu'elles font en disant, voilà, c'est plus flexible de temps en temps, ou tout simplement, il n'y a pas de gare et on ne va pas tirer de la voie ferrée. Aujourd'hui, la voie ferrée, il faut se concentrer sur l'existant et améliorer l'existant, à mon sens, et il faut trouver le complémentaire avec le routier. Et vraiment, l'intérêt, c'est de garder certaines petites lignes et de les opérer avec des trains plus petits. C'est justement de garder cette interconnexion. Donc, il faut qu'on améliore des trains qui sont plus adaptés en capacité. Il faut aussi qu'on améliore l'information voyageurs pour leur garantir les connexions. Et il faut qu'on améliore notre offre de services au sens large dans une vision intermodalité, comme le disait Christophe Fanichet. Vous voulez parler des ruptures de charge, travailler sur les ruptures de charge? Exactement. Oui, parce qu'hier au soir, à la gare de la Part-Dieu, comme il y avait quelques problèmes sur la ligne TGV, on peut dire que l'attente dans la gare de la Part-Dieu pour les voyageurs était quand même en dessous de tout. Voilà, je vous le dis. Oui. Parce qu'à 20h, dans cette gare, tout est fermé, quoi. Donc voilà, mais je suis d'accord avec vous. S'il y a plusieurs modes, le point faible, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est qu'on ne travaille pas assez sur les ruptures de charge pour le voyageur. Non, je disais que sur la ligne Chambéry-Paris, ça s'était relativement bien passé. On a eu de la chance. Ça arrive pas souvent. Des gentillesses. Monsieur le rapporteur. Oui, micro-question, mais qui n'est pas un micro-sujet. Vous avez insisté, c'est légitime, effectivement, sur l'importance du dialogue avec les régions, notamment sur l'acquisition du matériel. Alors, il y a plein de raisons à tout ça, je ne remets pas en cause ce système, mais est-ce que pour vous, ce n'est pas un facteur de complexité? Parce que finalement, plutôt que d'avoir une politique nationale et une relation avec les industriels qui soit peut-être un peu plus globalisante, comment ça se passe? D'abord, est-ce que les régions, quand elles voient la note gonfler, comment ça se passe dans le dialogue avec vous? Ça a forcément des répercussions. Voilà, comment vous vivez ce dialogue-là? Et est-ce qu'il y a besoin de fournir un cadre? Nous, on est très soucieux des libertés territoriales, donc on n'est pas forcément demandeur. Mais voilà, quel est votre écho? Sur ce point, d'abord plusieurs éléments dans ma réponse. Le premier sujet, c'est qu'aujourd'hui, les régions, au travers de Régions de France, mais chacune des régions une à une, ont décidé de confier à SNCF Voyageurs le sujet de l'acquisition des matériels roulants. De nous le confier en tant que quoi? En tant que maîtrise d'ouvrage, justement pour répondre à cette question qui est achetons ensemble, définissons ensemble les besoins et essayons, pendant toute la durée de vie du matériel roulant, les 40 années, d'avoir une flotte homogène. Parce qu'aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que grâce à cette décision qui a été prise par les régions de nous confier cette maîtrise d'ouvrage dans chacune des régions, eh bien, ça nous permet, par exemple, de se prêter du matériel roulant entre les différentes régions. Parce que certaines en achètent un peu plus à un moment donné, mais on va avoir des besoins plus tard. Ça permet d'avoir une flotte homogène. Et aujourd'hui, les régions, le dernier contrat qu'on a passé avec Alstom et Bombardier, maintenant c'est la même entreprise, mais Alstom et Bombardier, c'était matériel roulant à un niveau Régiolis et matériel roulant de niveau Régio de Zen et Bombardier.
Et avec ces 2 matériels roulants, on a défini avec les régions pour pouvoir répondre à toutes leurs questions. Trafic faible, voire très faible, et voire un trafic très important. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'avec les régions, on a défini 4 profils de lignes. Ce qu'on appelle les cities, c'est-à-dire ce qui fait tout autour des grandes métropoles. Des lignes qu'on appelle proxy, qui vont un tout petit peu plus loin dans le dispositif, puis chrono et chrono plus étant les lignes de longue distance, comme on peut l'avoir par exemple dans la région de Normandie, puisqu'on parlait du Bessan tout à l'heure, avec le Paris-Granville ou le Paris-Camp-Cherbourg. Et donc, mais sous l'autorité, la bienveillance du sénateur Lahellec, je pense que ce mode de fonctionnement a été un mode de fonctionnement qui a permis 2 choses. La première, d'avoir la définition unique pour l'ensemble des régions de 2 types de matériel, parce que c'est mieux d'avoir des flottes importantes plutôt que d'avoir plusieurs petites flottes. D'abord en maintenance, ça vous coûte moins cher, mais surtout, avant tout, en développement. Ce qui coûte très cher, c'est de développer un nouveau matériel roulant. Et ce développement matériel roulant, il est payé par les régions. Donc plus il est faible, ce qu'on appelle les coûts fixes, et mieux c'est. Donc pour le développement, c'est comme ça qu'on s'est entendu avec les régions. Deuxième sujet, sur la maintenance. Lorsqu'on a les mêmes matériels roulants, même si ce n'est pas tout à fait les mêmes profils de voie, Madame la sénatrice, c'est vrai qu'en montagne, on ne consomme pas tout à fait du carburant ou un profil de ligne différent. Mais ça permet des profils de maintenance différents. Et puis surtout, ça permet une mutualisation des coûts à toutes les étapes. Développement, mais également au moment de la maintenance. Et aujourd'hui, c'est un élément, je pense, de force que nous avons eu en France par rapport à d'autres pays où vous avez de multiplicité de gammes de matériel roulant, où l'interopérabilité est quand même très compliquée à faire. Donc non, nous, on trouve que ça a été plutôt gage d'économie et gage plutôt d'une bonne performance, aussi bien économique que, je dirais, de qualité de service. Très bien. Plus personne demande. Bien. Monsieur le président directeur, mesdames, messieurs, merci de nous avoir accordé de votre temps et merci de votre éclairage et bonne continuation. Voilà. Merci infiniment. Comme beaucoup de Français, dans ma famille, on a forcément quelqu'un qui a eu la chance de travailler à la SNCF. Je le dis comme ça. Voilà. Merci infiniment.